Le superviseur est monté sur la table et son chef a pris le clavier et le lui a fracassé au visage. Personne n'a pu s'échapper, tous ont été attrapés. Mais j'ai appris que là-bas, dans cette région du Myanmar, quand les gens ne veulent pas travailler, ne veulent pas faire ça, ils prennent les personnes et les jettent dans la rivière Moi. J'ai parfois cru que je ne sortirais jamais de là. Et j'ai même dit à Philippe, j'ai dit comme ça, si jamais ils ne viennent pas nous aider, je ne veux pas rester ici. Je préfère ne plus avoir ma vie. Parce que je voulais juste sortir de cet endroit. C'est tout. Peu importait si j'allais sortir de là vivant ou mort, je voulais juste quitter cet endroit. La traite des êtres humains est l'un des crimes les plus lucratifs au monde. Il s'agit d'un réseau qui génère des milliards de dollars par an et qui est alimenté par l'exploitation de la vulnérabilité de millions de personnes. Il existe différentes formes de ce type de trafic. Parmi les plus courantes figure la traite à des fins d'exploitation secondaire. Mais il existe aussi l'exploitation par le travail, où des personnes se retrouvent piégées dans des entreprises clandestines, des plantations agricoles et même des résidences privées, soumises à des conditions inhumaines et sans aucune chance de s'échapper. En ce qui concerne l'exploitation par le travail, le point de départ est souvent quelque chose d'apparemment anodin. Une annonce d'emploi dans un autre pays, une offre alléchante, la stabilité financière, l'opportunité de s'intégrer dans une nouvelle culture. Mais lorsque ces personnes arrivent à destination, tout se transforme en un terrible cauchemar. La traite des êtres humains est maintenue par le silence, la peur et la manipulation. Les trafiquants emploient des tactiques de cruel pour empêcher leurs victimes de demander de l'aide ou de fuir. Et leur vulnérabilité est aggravée par le manque de contrôle et la corruption qui, dans de nombreux endroits, rendent l'enquête et la lutte plus difficiles. Ce type de crime peut sembler lointain, comme s'il ne se produisait que loin de nous ou dans des régions en guerre. La traite des êtres humains est bien plus proche de nous qu'on ne le pense. Et la technologie est un outil qui facilite grandement tout cela. Dans le cas d'aujourd'hui, je vais raconter l'histoire complète des Brésiliens Lucas Santos et Felipe Ferreira qui ont été envoyés en Thaïlande avec la promesse d'un nouvel emploi, mais qui, en arrivant là-bas et sans s'en rendre compte, ont été emmenés au Myanmar. Et de là, ils n'en sont sortis que par miracle. J'ai mis un certain temps à apporter cette affaire sur la chaîne pour 2 raisons. Premièrement, je voulais qu'elle soit la plus complète possible. Alors, j'ai attendu que plusieurs reportages et interviews avec les garçons sortent, afin de pouvoir tout suivre et faire un scénario complet pour vous. L'autre raison principale pour moi était de parler avec les garçons avant la diffusion de l'épisode. J'y suis parvenu la semaine dernière. Les 2 ont été très serviables et attentionnés. Ils m'ont aidé à clarifier mes doutes sur l'organisation. Philippe a même enregistré une vidéo exclusive de l'archive mystère pour nous. Alors, je veux profiter de cet espace maintenant pour les remercier directement. Philippe, Lucas, merci beaucoup. Merci pour tous les messages auxquels vous avez répondu, aussi bien sur Instagram que sur WhatsApp. Je ne pourrai jamais exprimer à quel point parler avec vous a été gratifiant. J'ai toujours ressenti, à travers les messages vocaux que vous m'envoyiez, l'affection que vous aviez en me parlant. Alors merci beaucoup, vraiment. Et, mystérieux, c'est encore un de ces cas où la monétisation va être bloquée. Le sujet est lourd, je sais déjà bien comment ça fonctionne ici, mais je crois que ce sujet est d'une importance capitale. Et avoir accès à une plateforme comme celle-ci, avec la portée que j'ai, et ne pas l'utiliser aussi au service du public, ce serait purement égoïste de ma part. Alors, si vous pouvez déjà laisser votre like maintenant, au début de la vidéo, et partager avec vos amis, ça aide déjà beaucoup. Le trafic humain est là, partout dans le monde. Malheureusement, il ne va pas disparaître, pour dire la vérité, parce que même si un réseau est démantelé ici, quelqu'un d'autre apparaît et en ouvre un autre là-bas. Alors, il ne nous reste plus qu'à rester vigilants et aussi à alerter les autres personnes. Le message que je souhaite transmettre: faites attention aux offres d'emploi. Analysez mieux les offres, cherchez plus d'informations, ne tombez pas dans le même piège que moi et Lucas. Faites attention. Lucas Santos est né à São Paulo, en 1993. En 2014, à l'âge de 20 ans, il a voyagé pour la première fois en Argentine pour rendre visite à une amie de là-bas qu'il avait rencontrée au Brésil.
Dès son arrivée, il est tombé amoureux du pays et y est revenu plus tard pour travailler comme livreur sur des applications tout en étudiant l'art dramatique. Lucas est resté là-bas pendant presque 10 ans jusqu'à ce qu'en 2023, il reçoive une offre d'emploi aux Philippines. Là-bas, il a travaillé dans plusieurs entreprises jusqu'à ce que, dans la dernière, en 2024, après seulement 3 mois, le siège de cette entreprise aux Philippines ferme et que de nombreux employés soient licenciés, y compris Lucas. Il a alors saisi l'opportunité et est parti pour la Thaïlande. La Thaïlande était pour lui un rêve d'enfance. Une des raisons pour lesquelles il a accepté l'offre d'emploi aux Philippines était qu'il se rapprochait ainsi du pays où il souhaitait vraiment vivre. Il adorait la culture, la musique, les films, et de sa propre initiative, il avait déjà étudié la langue et arrivait même à bien communiquer. À Bangkok, la capitale du pays, il a trouvé un travail bénévole dans une auberge de jeunesse, un type de service où l'on ne reçoit pas de rémunération, mais en échange, on a le logement et le petit déjeuner. Il travaillait environ seulement 3 heures par jour. Donc pendant son temps libre, il pouvait trouver un autre travail rémunéré pour couvrir des dépenses comme la nourriture, l'hygiène personnelle, les loisirs, etc. Mais il cherchait un travail dans le pays qui lui donnerait un visa afin qu'il puisse y rester définitivement. Ainsi, en septembre 2024, à l'âge de 31 ans, il a rejoint un groupe d'offres d'emploi sur Telegram. Il s'est présenté et a indiqué les langues qu'il parlait. Dans son cas, il parle couramment le portugais et l'espagnol, et il communique en anglais et en thaïlandais. Et il a attendu des propositions qui, normalement, arrivent en privé. Il a alors reçu le message d'une personne qui disait « Travailler pour une entreprise de services externalisés d'assistance aux utilisateurs d'Amazon et de TikTok », mais qui recrutait maintenant une équipe pour soutenir les utilisateurs de langue portugaise. Selon cet homme, l'entreprise avait déjà un Angolais, un Brésilien allait arriver, et maintenant ils étaient en train de le contacter. La proposition salariale était de 1000 à 1500 $, ce qui pour Lucas ne semblait pas du tout absurde, car c'était à peu près ce qu'il gagnait déjà aux Philippines. Le planning prévoyait 6 jours de travail et 1 jour de repos, dans un contrat de 6 mois renouvelable. L'entreprise offrait également un logement, les repas pendant les heures de travail, mais le plus important, pour Lucas, c'était la lettre dont il avait besoin pour demander le visa de travail. Autrement dit, c'était son rêve qui devenait réalité. Le recruteur a demandé à Lucas de faire une présentation vidéo en anglais et en portugais. Il l'a faite, l'a envoyée, puis il a reçu l'information qu'il avait réussi cette première étape du processus de sélection, et ensuite il a passé un entretien en ligne avec les ressources humaines de l'entreprise. Lors de ce deuxième entretien, il a également réussi, et cela s'est passé un jeudi, et il a été convenu que le lundi suivant, Lucas pourrait aller à l'entreprise. Le lieu de travail était à Misso, et l'entreprise fournirait le transport. Ainsi, le lundi, vers 2h de l'après-midi, la voiture est arrivée à l'auberge, Lucas a dit au revoir à ses amis, a mis ses valises dans la voiture et est parti. De Bangkok à Misso, il y a presque 7 heures de route, donc il savait que ce serait un long voyage. En chemin, il a discuté avec le chauffeur, parce que vous vous souvenez, n'est-ce pas ? Lucas parle thaïlandais. Et pendant tout le trajet, il ne s'est douté de rien. L'homme était toujours poli, serviable, et jusqu'à aujourd'hui, Lucas ne sait pas dire si le chauffeur était au courant de quelque chose à propos du trafic ou non. Il faisait déjà nuit quand, après presque 7 heures de voyage, ils sont arrivés à une station-service où Lucas a été invité à changer de voiture. Dans cette seconde voiture, il a voyagé 20 minutes puis, arrivé à destination, on lui a demandé de changer encore de voiture. Dans cette troisième voiture, ils ont roulé encore 21 minutes également, jusqu'à ce qu'ils arrivent sur une route en terre battue, où d'un côté il n'y avait que des maisons et de l'autre seulement des arbres. La voiture s'est arrêtée devant l'une de ces maisons, où 3 hommes attendaient déjà à la porte. Ils ont commencé à fouiller ses affaires, ont regardé dans le sac à dos, la valise, les poches, jusqu'à ce que le chauffeur dise à Lucas de suivre les hommes, car ce seraient eux qui l'emmèneraient à l'entreprise. Ce trajet a été fait à pied, au milieu de la forêt, et comme il faisait déjà sombre, les hommes éclairèrent le chemin avec les lampes de leur téléphone portable. Et les gars, il est important de souligner ici que, évidemment, Lucas a commencé peu à peu à sentir que quelque chose n'allait pas. D'ailleurs, pendant qu'il faisait ce trajet en voiture et à pied, il partageait ce sentiment d'inconfort avec son ami par téléphone. Mais en même temps que ce malaise montait, la peur prenait aussi le dessus. Je vais vous lire ces messages dans un instant. Quand ils sont arrivés au bord de la rivière, un bateau les attendait. Tous sont montés à bord et ont traversé. Ce que Lucas ne savait pas, c'est qu'il était en train de traverser la frontière du pays.
De l'autre côté, Lucas a été accueilli par d'autres personnes, mais cette fois, elles étaient armées. De grosses armes, vraiment lourdes, comme des mitrailleuses et des fusils. Il est monté dans une nouvelle voiture et a remarqué que les panneaux de signalisation n'étaient plus en thaïlandais, mais en birmane, la langue officielle du Myanmar. À ce moment-là, il a envoyé sa localisation à cet ami, mais comme il était dans un autre pays, il a fini par perdre le signal de l'opérateur. Aujourd'hui, en lisant certains de ses messages, il donne même la boule au ventre. Lucas dit « Ami, je ne sais pas où je ne suis même plus en Thaïlande. Mon Dieu, je suis au Myanmar maintenant. Je crois. Je suis encore au Myanmar. Les panneaux sont désormais tous en birmane. On a franchi la frontière autrement. Légalement, ici, c'est encore la Thaïlande. C'est vraiment tout près du Myanmar, mais c'est la Thaïlande et j'ai peur. » Presque une demi-heure plus tard, il écrit « Appelle la police ». Il y a eu une tentative d'appel qui a été rapidement coupée, et juste après, il a écrit plusieurs messages d'affilée. « Attends. S'il te plaît, n'appelle pas la police. Ils peuvent me tuer. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Il y a des gens armés ici. Efface ces messages tout de suite. » Et ainsi, dans ce désespoir et sans avoir plus de connexion Internet, il a continué son voyage pendant encore quelques heures jusqu'à arriver à l'entreprise. Cette entreprise, il ne savait même pas qu'il allait y vivre dans des conditions analogues à l'esclavage. C'était au milieu de nulle part. Parce que si tu regardais d'un côté, c'était la montagne, de l'autre côté, la montagne, de l'autre côté, la montagne, de l'autre côté, la montagne. Et les bâtiments eux-mêmes ressemblaient vraiment à des prisons. Comme ils étaient en train de finir la construction, ce n'était pas peint, donc c'était très étrange. De l'autre côté de l'histoire, nous avons Felipe. Felipe Ferreira est né à San Roque et São Paulo en 1998. En 2024, à 26 ans, il travaillait dans une entreprise en Uruguay. Mais même en étant là-bas, il cherchait d'autres opportunités d'emploi dans le monde, lorsqu'une opportunité de travail est apparue en Thaïlande. Le processus de recrutement de Felipe a été très similaire à celui de Lucas. En novembre, il a rejoint l'un de ses groupes sur Telegram, s'est présenté et a reçu un message en privé. Pour lui, la proposition était d'être chef d'équipe de télémarketing, avec un service en langue portugaise. Ayant déjà de l'expérience dans le domaine, il pensait que ce serait une bonne opportunité. Les gars, il faut aussi souligner ici que ces recruteurs, entre guillemets, ces rabatteurs, savent très bien quoi dire, comment le dire et à qui le dire. Ils ont déjà des profils de victimes très bien établis. Dani Bojoni, de la chaîne Survivre en Turquie, explique cela clairement. Elle propose des vidéos où elle interviewe des victimes de la traite humaine. Je le recommande vivement, surtout à ceux qui s'intéressent à ce genre de sujet. Pour Felipe, c'est la propriétaire de l'entreprise qui a pris contact avec lui. La propriétaire, entre guillemets aussi. C'était une personne qui occupait un poste élevé là-bas. Mais plus tard, Felipe a découvert que cette femme était aussi victime de traite et qu'elle avait pour fonction d'être obligée de recruter de nouvelles personnes. J'ai parlé directement avec la chef de l'entreprise, elle m'a inspiré confiance. Elle m'a envoyé des photos de l'endroit où nous allions rester. Mais c'était des photos fausses, ce n'étaient pas des photos réelles. Elle m'a envoyé une photo de l'appartement où nous allions vivre. Elle m'a aussi envoyé une photo de là-bas, de la ville de Mesolta. Je n'avais jamais connu Mesolta. Et c'est ça qui m'a donné confiance, tu sais. Elle a toujours été très gentille avec moi, toujours très attentionnée. Et elle parlait vraiment bien aussi. Moi, c'était, comment dire, c'est son bagou qui m'a conquis, tu sais. La proposition salariale était de $2000 chez Mime en Thaïlande et il a passé 2 entretiens en ligne avant de recevoir la confirmation qu'il avait été sélectionné. J'ai même évoqué la traite des êtres humains au Myanmar, sachant qu'elle y existait. Elle m'a répondu « Non, on n'est pas au Myanmar. On est en Thaïlande. Je ne suis pas folle au point de faire de la traite des êtres humains. Je ne suis pas d'accord avec ça. » Et de fil en aiguille, à force de discuter, je me suis laissé convaincre par ses paroles. Concernant son âge, il a été convenu que l'entreprise paierait tout, en rappelant Philippe était en Uruguay. Ainsi, il a démissionné de l'entreprise et dès le mois de novembre, il est parti pour la Thaïlande. Et là, les amis, son processus de transport a été très similaire à celui de Lucas. Je vais résumer ici très rapidement, juste pour rafraîchir votre mémoire. La voiture l'a pris à l'aéroport, le chauffeur était très sympathique.
Lucas et Felipe ne savent pas si c'était la même personne ou non. Il a voyagé pendant presque 8 heures avec quelques arrêts. Pour Felipe, la première étape fut l'hôtel, où il arriva vers 1h du matin. Il s'est enregistré, est allé dormir, mais il s'est réveillé à 8 heures quand la patronne de l'entreprise l'a appelé pour lui dire que le chauffeur était déjà en route pour venir le chercher. Il est descendu, a pris un petit déjeuner rapide et attendu le transport. Alors, dans cette nouvelle voiture, il a roulé pendant 30 minutes, a été emmené dans une maison où il a encore changé de voiture, a roulé encore 20 minutes, jusqu'à ce qu'il arrive sur un terrain en terre battue où il y avait 3 hommes lourdement armés. Armés, qui l'ont emmené jusqu'à un bateau. Et au moment où je suis arrivé là-bas, j'ai vu plein de types armés, déjà des gens de Mamara et un bateau. Alors, ils m'ont dit « monte dans le bateau ». Et je suis juste monté, je n'ai rien répondu et je n'ai rien dit, je suis juste monté. De l'autre côté, déjà dans la voiture, il a réalisé qu'il n'était plus en Thaïlande. Il a aussi envoyé des messages à un ami avec sa localisation, mais il a vite perdu le signal. C'est ainsi qu'il est aussi arrivé à l'entreprise. Bien que pratiquement tous les articles aient publié l'information selon laquelle les garçons se trouvaient dans un complexe appelé Caca Park, en réalité ils n'y étaient pas. C'était une stratégie de l'ONG que j'expliquerai mieux plus tard pour assurer la sécurité de l'opération de sauvetage. Ils ont utilisé la référence du complexe Caca Park parce que c'est déjà une zone bien connue pour le trafic d'êtres humains. Et bien que les garçons se trouvaient au Myanmar, l'entreprise était dirigée par un groupe de Chinois. Dès que tous les deux sont arrivés dans l'entreprise, rappelons-le, à des jours différents, Lucas en octobre et Felipe en novembre, le personnel a pris leur passeport, leur téléphone portable et a fouillé leurs valises et sacs à dos. Ils ont également fait un test de dépistage du VIH et ont noté les informations dans un cahier où figuraient le nom et la nationalité de chacun. Dans aucune des interviews, les garçons n'ont dit pourquoi ce test de dépistage du VIH avait été effectué. Peut-être qu'ils l'ignorent ou qu'ils le savent sans en parler. Mais d'après mon expérience dans les cas que j'ai déjà étudiés, je crois que ces personnes font ce genre de contrôle. Comme une dernière façon d'essayer de faire en sorte que cette personne rapporte un certain profit à l'entreprise grâce au trafic d'organes. Et savoir si le test serait positif ou non pourrait être l'information dont ils avaient un besoin pour décider de revendre ou non les organes. Alors procédons par étapes. Tout d'abord, comment s'est passée la conversation de Lucas dans le service administratif de l'entreprise? Alors, il s'est assis avec moi et m'a demandé si j'avais des questions. J'ai dit « Mais moi aussi, j'en ai besoin, non? Tu peux me rendre le portable? Je veux envoyer un message à mon ami. » Quand ma mère m'a prévenu, il a dit « Oui, je te le donne, mais le portable va rester ici parce que pendant le temps de travail, tu ne peux pas l'utiliser. » J'ai dit « D'accord, je n'utilise pas le portable au travail, mais dans la chambre, oui. » Il a répondu « Non, il restera dans l'armoire. » La justification, c'est que je ne pouvais pas partager ce qui se passait là-bas avec la famille ou entrer en contact. J'ai alors demandé à la personne qui m'a parlé s'il n'y avait pas de problème à utiliser le portable. Dans toutes mes précédentes entreprises, l'utilisation du portable était interdite pendant le travail. Jusqu'ici, rien à redire. Mais après le travail, oui, il n'y avait aucun problème à l'utiliser. Alors il a dit non. Là, j'ai commencé à discuter avec lui parce que je voulais mon portable et il ne voulait pas me le donner. J'ai finalement réussi à le prendre et j'ai commencé à essayer d'appeler mon ami. À ce moment-là, on a eu une petite dispute, tu vois. C'était comme non, rends-moi mon portable, rends-moi mon portable. C'était vraiment comme ça, lui tirant d'un côté et moi de l'autre. Je me souviens qu'ils sont allés dans une pièce, puis il est revenu avec un pistolet à décharge électrique et a foncé sur moi. Comme ça fait 4 mois et qu'à ce moment-là, j'étais vraiment désespérée aussi, je ne me souviens plus s'il m'a frappé avec le poing ou avec l'arme de décharge électrique sur mon visage. D'ailleurs, ici, c'est déjà cicatrisé. Mais je crois que je suis restée environ 2 semaines avec un pansement parce qu'il y avait un trou et ça a commencé à saigner sur le moment. Tu vois, je suis allée comme ça après que je me sois relevée, qu'ils ont foncé sur moi avec l'arme à décharge électrique et que j'ai senti l'arme contre mon ventre 2 ou 3 fois. Et c'est là que ça a commencé à saigner. Ensuite, tout le monde est monté à l'étage où étaient les employés. Et ça, c'était entre 10h30 et 11h du soir. Et il a vu plein de gens travailler sur leurs ordinateurs et pratiquement personne ne lui a dit bonjour ou ne lui a fait signe. Ils ne l'ont même pas regardé. Ces gens ont installé Lucas devant un ordinateur,
lui ont donné un script sur ce qu'il devait faire et lui ont dit de commencer à travailler. Avec Philippe, l'approche dans la salle d'administration a été similaire, mais sa réaction a été différente, car par peur, il n'a pas été aussi incisif que Lucas. Il est passé dans ce bureau 2 fois, une fois quand il est arrivé dans l'entreprise, avant d'être envoyé à la cantine puis dans la chambre pour dormir, et une autre fois à son réveil en fait, quand on l'a réveillé, pour qu'il puisse retourner au bureau. J'ai trouvé ça étrange parce qu'ils avaient pris mon téléphone portable. Dans les autres entreprises où j'ai travaillé, ils n'avaient jamais pris mon téléphone portable. Ils n'avaient jamais fouillé ma valise. Mais je n'ai rien dit car j'avais peur pour ma vie, vu le nombre de gardes et d'armes devant moi, et je savais que ce n'était pas un bon endroit. Et ils m'ont emmené manger dans un réfectoire, dans ce réfectoire de prison. Ils m'ont emmené manger dans ce réfectoire et c'est là que j'ai compris que j'avais été enlevé et que j'étais vraiment dans un endroit dangereux, car pendant que je mangeais, j'ai vu un type passer avec une arme à impulsion électrique. C'est à ce moment-là que j'ai dit « Je ne suis pas dans un endroit sûr ». Et ensuite, après avoir mangé, je suis allé au dortoir. J'ai dormi, comme je n'avais pas d'horaire, je pense que j'ai dormi environ 9 heures. Et je me suis réveillé avec des gardiens qui ouvraient la porte et fouillaient à nouveau mes bagages. Et le traducteur est venu, il s'appelle Harry. Ce traducteur a dit « Felipe, on a besoin de toi au bureau ». J'ai répondu « D'accord ». J'y suis allé, j'ai mis ma casquette sans même le temps de me brosser les dents. Je suis allé là-bas, j'ai mis ma casquette et je suis allé au bureau. Quand je suis arrivé au bureau, ils m'ont donné un passeport, non, un document à signer. Ils disaient que c'était un contrat. Dans ce contrat, il était écrit que mon salaire était de $780. Mon salaire était censé être de $780, mais je ne recevais pas ce salaire de $780. Je devais recevoir des commissions. Et à ce moment-là, j'ai demandé à ce traducteur, mais pourquoi je n'aurais pas de salaire? Il m'a juste dit de signer. Et donc j'ai signé. Oui, après que j'ai signé, ils m'ont mis sur un ordinateur là-bas et m'ont demandé de taper un script. Et à ce moment-là, le traducteur m'a dit « Philippe, tu vas travailler comme arnaqueur ». Un arnaqueur est une personne qui commet des escroqueries. Généralement, son objectif est d'obtenir de l'argent, des informations personnelles ou des avantages illicites. Le terme vient de l'anglais, où scam signifie escroquerie. Maintenant, regardez cette coïncidence. Philippe a même reconnu dans l'entreprise une ancienne collègue de travail. Une collègue à moi, appelée Aldrine, je la connaissais déjà d'avant, quand j'avais travaillé dans d'autres entreprises. Je l'ai reconnue et elle m'a reconnu aussi. Elle a dit « Je te connais ». J'ai répondu « Moi aussi ». Et pendant la pause, tu sais, le moment de manger, elle m'a dit « Tu dois juste suivre les règles ici. Tu fais tout ce qu'il demande et il y a un autre Brésilien ici. » Alors j'ai demandé « Mais qui est ce Brésilien? C'est Lucas Santos. » Quand elle a dit Lucas Santos, j'ai été choqué. J'ai eu un retour à la réalité. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que je n'étais pas dans un bon endroit. Que j'avais été victime de trafic de Lucas Santos et Felipe Ferreira. Mais je ne pouvais pas réagir. Je ne pouvais rien faire. Je savais que si j'essayais de faire quelque chose, il m'arriverait quelque chose. Tous les deux, avec le script en main, devaient suivre les étapes à utiliser pour mettre en œuvre l'arnaque. Ils avaient un personnage appelé Lin Keke, et en se basant sur sa personnalité, ils étaient obligés d'extorquer de l'argent aux victimes. Donc on commençait. Le premier jour du script, on recueillait toutes les informations de base du client, âge, où il est né, pays, dans quoi il travaille, s'il a fait des études, s'il est marié, s'il est célibataire, s'il a des enfants, combien il gagne, et ainsi de suite. Et puis on raconte aussi l'histoire. Voilà, le nom du mannequin, c'est Linkeke. Je me présentais, je m'appelle Linkeke, j'ai 30 ans, je suis designer de mode, j'ai une boutique de vêtements physiques en Thaïlande et une boutique de vêtements en ligne sur Uxmal. Voilà pour le premier jour. Le deuxième jour, Linkeke va à la salle de sport.
Après la salle de sport, elle rentre chez elle et mange des fruits. C'est une femme très saine. Oui, mais tout cela est basé sur des photos. Il y a des photos et tout, des photos de Linkeke à la salle de sport. On envoyait aussi des photos sensuelles de Linkeke en train de prendre une douche, après la salle de sport également. Et elle non plus, elle était une personne très charitable. Elle faisait des dons à des œuvres de charité à Bangkok. Le troisième jour, Linkeke va sortir avec son ami. Elle recommande X-Mal à son ami. Et son ami finit par gagner 120 $. Et son amie est très heureuse. Alors elle dit, c'est pour ça que j'aime partager de bonnes choses avec mes amis. Ceci, cela, et la conversation continue. Oui, son amie l'invite. Elle dit qu'elle va l'emmener dîner parce qu'elle est très heureuse de sa réussite. Elles sortent dîner ensemble. Oui, après 2 ou 3 heures, Linkeke rentre à la maison ivre. Elle raconte une histoire très triste de son passé, que sa tante avait un cancer, que sa tante est morte, et que le souhait de sa tante était que X-Mal soit reconnu dans le monde entier, et que c'était son devoir de transmettre ce savoir aux gens. Et la conversation commence. Au 4e jour du script, Linkeke s'excuse auprès du client parce qu'elle a trop parlé de son avenir. Et Linkeke a beaucoup de travail à faire. Mais comme elle a trop bu, elle n'a pas réussi à terminer le travail qu'elle devait finir. Et elle était très occupée ce jour-là. Et c'est à ce moment-là que j'envoyais un message. Oui, j'ai beaucoup de travail à faire aujourd'hui, mais j'ai encore du travail sur WishXmal qui doit être terminé. Tu peux m'aider? Le client a dit, oui, je peux t'aider. Au moment où le client disait, d'accord, mon amour, déjà avec de l'intimité, d'accord, mon amour. Oui, si tu peux m'aider aujourd'hui, en plus de m'aider, et en plus d'être si proche de moi, en train de m'aider, tu vas gagner une commission de 20 à 30 $. Le client s'inscrivait sur la plateforme via le lien que Linkeke envoyait. Une fois l'inscription faite, la victime recevait un code. Ce code était envoyé à Linkeke, qui l'associait à son propre compte. Ce qui faisait que les commissions qu'elle recevait pour les tâches effectuées sur son compte étaient un temps partie envoyées à la victime. Mais dans ce cas, comme Linkeke était très en retard dans ses fonctions, c'est la victime qui faisait cela à sa place. Donc, elle donnait à la victime l'accès à son compte pour qu'il puisse effectuer ses tâches à sa place. Dans ce cas, il s'agissait simplement de cliquer sur des boutons simples comme « Recevoir l'ordre » et le confirmer. Après avoir terminé toutes les commandes, la victime était invitée à se déconnecter du compte de Keke et à se connecter à son propre profil pour voir combien de commissions elle avait gagné. Et là, quand ils se connectaient, ils voyaient qu'ils avaient gagné 20 $, 30 $, etc. Après cela, Linkeke guidait la victime pour retirer l'argent, et ce retrait avait vraiment lieu. Ensuite, comme dernière partie du script de la journée, il y avait encore plus de compliments. « Mon amour, merci beaucoup de m'avoir aidé. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans ton aide, etc. » Après cela, venait l'exécution réelle de l'arnaque. Mon amour, tu es très occupé en ce moment. J'ai encore besoin de ton aide. Peux-tu m'aider à accomplir les 60 tâches à Uxmal? Le client y allait et acceptait. Oui, je peux t'aider, bien sûr. J'y allais et je rechargeais 1000 $. Je le rechargeais, le client terminait toute la tâche. Je le félicitais encore. Mon amour, maintenant déconnecte-toi de mon compte et connecte-toi à ton compte. Pour terminer les tâches sur ton compte, le client réalisait désormais les 60 tâches et utilisait sa propre commission. Quand il avait terminé 30 tâches, il recevait une commande chanceuse. Qu'est-ce que c'est l'ordre de chance? Quand tu reçois un ordre de chance, la commission de l'ordre de chance est 10 fois plus élevée qu'une commission normale. Mais pour qu'il termine cette tâche de l'ordre de chance, qu'est-ce qu'il doit faire? Recharger. Et c'est là que l'arnaque commençait. Il y avait des clients qui devaient faire des recharges de 600 $, 500 $, 1000 $, 2000 $ et ainsi de suite. Le client n'arrivait jamais à retirer l'argent après ça. Maintenant, vous pensez que cette Linkeke est une personne fictive. Malheureusement, non. Elle existe vraiment. Et très probablement, elle ne sait même pas qu'ils utilisent ces photos pour escroquer des victimes dans le monde entier. Ou peut-être qu'elle est au courant maintenant, avec la répercussion que cette affaire a eue. Les garçons avaient aussi un profil masculin pour arnaquer quand la victime était une femme. Les victimes choisies étaient sélectionnées par un autre service.
Mais bien sûr, ils utilisaient aussi le personnage de Linkeke. Parce que même si du côté de l'entreprise, il y avait plusieurs personnes qui se faisaient passer pour une seule et même personne, la victime de l'autre côté devait penser qu'elle parlait toujours avec la même personne. Elles étaient en a sélectionné sur des sites de rencontres, comme Badoo, Tinder, ça pouvait aussi être TikTok. Ils envoyaient le premier message par ces réseaux sociaux, mais avec l'objectif d'obtenir le numéro WhatsApp. Les hommes devaient être séparés, à partir de 50 ans, et les femmes à partir de 25 ans. Les victimes devaient avoir un pouvoir d'achat considérable, et ces données ont été collectées à partir des informations publiques que les victimes elles-mêmes publiaient sur leurs réseaux sociaux. La liste avec le profil des victimes, et avec les numéros WhatsApp arrivait au secteur des garçons. Et là, ils devaient en choisir avec lesquels ils allaient en continuer à échanger. Pour la phase finale de l'arnaque, Felipe a aussi trompé des Brésiliens. Bien sûr, par obligation, n'est-ce pas ? Les gars, rappelez-vous, ils étaient obligés de faire tout ça. Je suis en train d'expliquer seulement les tâches pour l'instant, parce que bientôt, quand on va parler des punitions, vous allez mieux comprendre à quel point c'était lourd. Oui, je n'ai eu aucun homme brésilien. Je n'ai réussi à tromper aucun homme et des femmes. J'ai réussi à tromper 3 femmes brésiliennes, une de São Paulo, une de Rio de Janeiro et une de Salvador. Et quand ils ont dit que je devais choisir des personnes du Brésil, je voyais les plus pauvres, tu sais. J'essayais de choisir les personnes les plus pauvres, celles que je voyais qui n'avaient pas beaucoup d'argent, pour ne pas arnaquer quelqu'un qui avait déjà peu de moyens. C'était plus difficile de les convaincre, tu comprends? C'est pour ça que j'essayais de choisir les femmes les plus pauvres. Ça me faisait mal, tu sais, mais je devais le faire. J'étais obligé de faire ça. Si je ne le faisais pas, c'était ma vie qui était en danger. Toutes les victimes de la traite avaient des objectifs à atteindre. Dans le secteur des spammers, ceux qui envoyaient les messages en masse pour obtenir les numéros WhatsApp. Chacun devait obtenir 250 numéros par jour. Dans le secteur des garçons, leur objectif était des dépôts mensuels. Cela pouvait aller de 5 000 à 10 000 $ par mois si l'objectif n'était pas atteint ou en cas d'erreur mineure lors de l'arnaque. Ils étaient punis. Et de façon absurde, à aucun moment, aucune personne de ce groupe ne leur a dit qu'ils étaient tous victimes de trafic. Malgré toutes les punitions, les conditions analogues à l'esclavage, ils essayaient d'inculquer dans la tête des victimes que tout cela était normal. Non, à aucun moment, Ils disaient qu'on était là volontairement. qu'on était là pour gagner de l'argent, qu'on devait penser à ce qu'on voulait acheter. Si on voulait acheter une maison, si on voulait acheter une bonne voiture, envoyer de l'argent à notre famille. C'est comme ça qu'ils nous présentaient les choses, comme si c'était un travail normal. On sait que ce n'est pas quelque chose de bien. Mais la façon dont ils nous punissaient, c'était mal vu de parler comme ça. On devait penser à nous-mêmes parce que si nous n'avions pas de résultat, c'est nous qui allions être punis. Donc, on devait faire ce travail pour sauver nos vies. Je voulais juste sortir de cet endroit. C'est tout. Peu importe si j'allais sortir de là vivant ou mort. Je voulais juste sortir de cet endroit. Ce processus suivait un rythme de travail continu, 7 jours sur 7, sans jour de repos. Et avec environ 14 à 17 heures de travail par jour, ils devaient être devant leurs ordinateurs à 5h30 de l'après-midi. Et parfois, ils restaient jusqu'à 11h du matin le lendemain. Avant de commencer leur journée, les détenus devaient chanter une chanson de Bon Jovi. La chanson « It's My Life », qui était toujours jouée très fort. « It's my... » C'est maintenant ou jamais, ils devaient faire ça tous les jours, obligés de chanter à plein poumon, comme si c'était l'hymne du complexe. Le refrain dit exactement ceci. « C'est ma vie. Maintenant ou jamais. Mais je ne vivrai pas pour toujours. Je veux juste vivre tant que je suis en vie. Parce que c'est ma vie. » Ensuite, ils ont changé la chanson pour une de Sia. Elle s'appelle Unstoppable. Unstoppable. Le refrain dit « Je suis inarrêtable. Je suis une Porsche, sans frein. Je suis invincible. Et je gagne tous les jeux. Je suis tellement puissant. Que je n'ai pas besoin de piles pour jouer. J'ai tellement confiance en moi, que je suis inarrêtable aujourd'hui.
Les pauses pour manger, qui étaient très rapides, elles avaient lieu 3 fois par jour. 10h30 du soir, 2h et 7h du matin. C'était ça le plus dur. Je mangeais la même chose que c'était des plats chinois. Du riz, un peu de riz. Ça ressemblait à une prison. On prenait un plateau, on s'arrêtait et des gens y servaient la nourriture. Et c'était toujours la même nourriture. Chaque lundi, c'était la même chose. Le mardi, la même chose. Le mercredi, la même chose. L'hygiène personnelle sur place était aussi un problème. Tout le monde partageait des chambres avec 4, 6, 8 personnes. Une salle de bain par chambre, sans produits d'hygiène fournis, qu'ils devaient acheter dans le mini-centre commercial sur place, avec des prix fortement surfacturés. On dépensait là-bas pour du savon et du shampoing. On dépensait aussi pour de meilleures choses dans leurs supermarchés et dans certains restaurants à l'intérieur. On gagnait par exemple 3000. Il y avait de la nourriture là-bas qui coûtait 500. Donc si je mangeais 2 fois, 3 fois, tout l'argent partait déjà. Le shampoing coûtait 700. Il y avait du savon à 100, 200, 300. Déodorant, il n'y avait pas de déodorant. Il y en avait, oui, il y avait une personne qui parlait avec quelqu'un de là-bas au Myanmar, qui achetait à l'extérieur. Il arrivait à ramener du déodorant. Il y avait une forte odeur parce qu'il n'y avait pas de déodorant des personnes elles-mêmes dans ce cas. Il y en avait, oui, après un certain temps dans ce supermarché, ils ont mis ceux électriques, tu sais, qu'on recharge. Mais plus de rasoir, ce genre de choses. Oui, si je ne me trompe pas, il y en avait à l'extérieur, mais c'était très cher aussi. Quand je suis parti, j'avais la barbe sur la photo, tu vois, j'avais une barbe énorme parce que ça faisait déjà, je crois, plus de 2 semaines que je ne m'étais pas rasé. Parce que parfois, j'utilisais celui d'une des filles là-bas qui avait ce rasoir électrique. Maintenant, on sait déjà comment ils sont arrivés, ce qu'ils étaient obligés de faire, comment était leur façon de travailler, comment était l'endroit. Mais, et la pire partie, les punitions. Comment se passaient-elles? Pourquoi avaient-elles lieu? La première fois que j'ai vu une punition là-bas, la première fois que j'ai entendu parler d'une punition, c'était quand j'étais assis, j'ai vu un homme passer, un homme d'Éthiopie est passé derrière moi, dans une salle qu'ils appellent RH. Et quelques Chinois sont aussi entrés dans cette salle. Et ils ont mis la musique très fort. Cette musique était aussi chinoise. Et après qu'ils aient mis cette musique chinoise, j'ai entendu quelques bruits. Tu sais, ces bruits de quelque chose qui frappe. Et j'ai demandé à une fille à côté de moi, Misha. J'ai demandé, Misha, qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit, ici, si tu n'atteins pas tes objectifs, si tu ne fais pas ce qu'ils demandent, ils te tabassent. C'est alors que je me suis arrêté et j'ai pensé, non, il faut que je fasse quelque chose pour sortir d'ici. Et je dois faire tout ce qu'ils demandent pour sauver ma vie. Mon amie Dimo, elle a affronté 2 chefs. Il allait la frapper et il allait la punir. Elle a dit, si tu veux me faire quelque chose, fais-le ici devant tout le monde. Je n'entrerai pas dans cette chambre. Pour être puni, il t'enfermait dans une chambre située dans le bureau. C'était l'emplacement des ressources humaines. À ce moment-là, elle a dit qu'elle n'irait pas. Le superviseur est monté sur la table et le chef de son équipe a pris le clavier et l'a cassé sur son visage. La première sanction que Lucas a reçue, c'était parce qu'on l'a surpris en train de trop parler avec une collègue de travail. La deuxième fois, il a été sanctionné parce qu'il n'a pas réussi à atteindre l'objectif du mois. Et la troisième qui a été une détention, c'est parce que les responsables du complexe ont reçu des informations de sites d'actualité du Brésil disant qu'il avait été victime de trafic. Et personne à l'intérieur ne savait comment l'information était arrivée à l'extérieur. C'est pendant cette troisième punition, où Lucas a été enfermé dans une pièce sombre, que Philippe l'a rencontré pour la première fois. Et j'ai vu Lucas enfermé dans la chambre. Je venais juste de découvrir que Lucas était là. J'allais dans ma chambre pour dormir après le travail. Je suis juste entré dans le mauvais immeuble et la mauvaise chambre. En ouvrant la porte, j'ai vu Lucas les mains attachées. J'ai vu ça, j'ai croisé le regard de Lucas, puis le garde a dit « Ferme la porte ». Les punitions pas si sévères consistaient à rester debout avec un bidon d'eau comme ça sur le dos pendant 1, 2, 3 heures. Aussi faire des squats avec le bidon.
Dependia. Ça dépendait pas. Si tu commençais avec 50 à la prochaine punition, c'était déjà 100, 200. Ensuite, ben, presque à la fin, c'est en faisant des squats. Ils ont mis, c'est comme si c'était une plateforme. Je ne sais pas exactement si c'était un jouet ou de quoi il s'agissait, mais c'est comme une aiguille sur laquelle on devait rester debout, dessus. Et ça restait, n'est-ce pas, en train de percer nos pieds. Ensuite, il fallait faire des squats dessus. Les pires, c'était quand ils nous mettaient dans une petite pièce et là, ils nous frappaient avec un morceau de tuyau. Ça pouvait aller de 5 à 60 fois. L'une des filles des Philippines en a reçu une fois. Et le pistolet électrique, n'est-ce pas? Ils mettent du papier et ce ruban sur la bouche pour que tu ne cries pas, aussi sur les mains et les pieds. La première fois qu'ils m'ont enfermé, c'était parce qu'ils ont découvert que j'essayais de contacter des gens à l'extérieur. J'ai envoyé un message à un ami sur Telegram parce que sur Telegram, tu peux envoyer un message et l'effacer aussi bien pour toi-même. Tu peux effacer la conversation, ainsi personne ne verra rien ensuite. Ils sont allés sur mon ordinateur, ils sont aussi allés sur l'ordinateur d'autres personnes là-bas parce qu'ils pensaient qu'une autre personne m'avait aidé. C'était un garçon du Myanmar qui était le petit ami de l'une des filles. Je communiquais avec cet ami à moi. Et cet ami à moi, il était déjà en contact avec ma cousine, avec ma mère, avec d'autres amis. Et il transmettait tous les messages que je lui faisais passer. Et certains des messages, j'ai transmis directement un message d'un des chefs, d'un des leaders. Donc, ils avaient accès. S'ils cliquaient dessus, il allait accéder au profil de ce leader. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. D'après ce qu'ils m'ont dit, ils étaient désespérés. Ils voulaient d'une certaine manière essayer de me sauver. Un message est arrivé pour l'un des chefs, n'est-ce pas, que j'avais transmis son message. En disant bonjour, je suis une amie de Lucas, sa mère est très malade, son grand-père est déjà très âgé, nous avons besoin de lui ici. En essayant, tu vois, de faire en sorte qu'il le laisse peut-être partir, mais dans ce cas, ça a compliqué toute ma vie là-bas. Je sais que c'était une façon d'essayer de m'aider, mais je pense que j'ai encore plus souffert. Oui, je comprends que c'était censé m'aider, mais ils ne veulent pas savoir si tu as une famille, si tu dois partir, si tu as besoin de médicaments, si tu es malade. Ça a empiré ma vie là-bas. N'est-ce pas? Ils m'ont beaucoup frappé et mis en prison. J'y suis resté 8 jours. Ça date de la première fois. Cette fois-là, ils m'ont beaucoup frappé, ils m'ont frappé, ils ont ordonné aux gardes de me frapper, ils m'ont donné beaucoup de coups de poing dans le dos. Et je suis resté emprisonné comme ça pendant 8 jours, sur un lit superposé, une main attachée, et sur l'autre lit superposé, l'autre main attachée, tellement que j'ai encore les marques aujourd'hui. Je restais là pendant 17 heures, tu vois. On travaillait 17 heures comme ça, c'était toute la nuit. Parfois, les gardiens venaient pour que je puisse aller aux toilettes, pour me donner à manger, mais la plupart du temps, je restais attaché comme ça, debout. Ils venaient le matin, me faisaient asseoir pendant 5 heures. C'était le moment où je pouvais dormir. Je n'arrivais pas à dormir parce que j'étais debout et j'étais très fatiguée. On ne verra pas à la caméra. Cette ligne, tu vois, cette ligne à la caméra? Non, C'est une marque des menottes et ici aussi, là, on ne pourra pas voir celle-ci. il y a comme une petite bosse, c'est encore la marque des menottes aussi. Ici, de l'autre côté, c'est déjà presque parti. Mais il y en a aussi une. Petite marque. Et je me souviens qu'après avoir fait ça, ils sont venus avec un reportage. C'était le premier reportage avec mon visage, des messages et la localisation. Je ne sais pas si, entre-temps, mais ils ont recherché mon nom et ont vu ce reportage. Un reportage ici au Brésil. Ici au Brésil déjà. Et soudain, il se peut qu'ils aient vu une recherche, et oui, ils ont cherché mon nom. Ils ont vu et ils sont venus vers moi en demandant qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, je sais, je suis ici, je ne parle à personne. Comment saurais-je ce que c'est? Ils ont montré l'article. L'article. Alors j'ai dit comme ça, ma famille, je leur disais toujours parce qu'ils gardaient nos téléphones. Je n'avais aucun contact avec ma famille. Du coup, ma famille allait s'inquiéter. Si tu n'as plus de contact avec quelqu'un, que lui est-il arrivé? Ils iraient d'abord à la police pour faire un signalement. Alors,
C'est quelque chose de normal? Oui. Eux, je ne sais pas s'ils ont une famille, si leur vie importe ou pas, mais j'essayais d'expliquer. Au Brésil, les choses sont totalement différentes. Les choses sont totalement différentes. Si tu disparais, quelqu'un viendra te chercher. Oui, quelqu'un viendra. Je ne sais pas s'ils y pensaient. Alors, ils ont fait ça, ils m'ont tabassé, ils m'ont électrocuté et ils m'ont emmené prisonnier dans un endroit qui, à l'époque, était en dehors du complexe. Ils m'ont menotté et m'ont emmené. Je suis resté dans cet endroit pendant 5 nuits. Après, ils m'ont ramené. Plus de coups, plus de décharges électriques. J'ai dit que oui, j'avais envoyé un message, personne ne m'avait aidé. Ensuite, ils m'ont mis dans une chambre, là-bas même, et je suis resté encore 3 jours là, jusqu'à ce qu'ils me laissent sortir pour retourner travailler. Il y a eu un moment où j'ai cru que je ne sortirais plus jamais de là. J'en ai même parlé à Philippe. Si jamais ils ne viennent pas nous aider, je ne veux pas rester ici. Je préfère ne plus avoir ma vie parce que j'ai beaucoup souffert. Philippe et Lucas étaient les seuls Brésiliens là-bas. Et j'ai souffert. Moi des mots, moi. Por lá e por determinação, Alors, eles não podiam conversar. Non, je ne pouvais pas contacter Lucas. On gardait le contact en cachette parce que mon chef, le chef d'équipe, m'a dit « Si je te surprends en train de parler avec cet autre Brésilien, je vais vous punir tous les deux. » Et ce ne sera pas une punition légère, ce sera une punition sévère. alors, les gars, qu'est-ce que je pense? Si ces punitions que nous connaissons jusqu'à présent sont les basiques, comme casser un clavier sur le visage, donner des coups de bâton, faire des squats sur des clous, recevoir des chocs électriques, alors qu'est-ce qu'une punition sévère? On a même proposé à Lucas la possibilité de payer pour être licencié, ce qu'on a déjà compris ici, non? C'est un paiement de rançon. Il était séquestré et les ravisseurs voulèrent de l'argent. Je me souviens que le grand patron est entré dans la salle, ivre, il m'a demandé de m'asseoir, il a parlé avec moi. Il a dit que si je voulais partir, je devais payer, que je pouvais essayer de contacter ma famille. J'avais 2 options. Soit je contactais ma famille et je demandais 20 000 $ et ils devaient aussi être envoyés via des plateformes de crypto-monnaie pour eux. Ou alors je devais faire 100 000 $ là-bas et après ça, je pouvais partir. Et je me souviens que quand j'ai appelé, n'est-ce pas, j'ai parlé avec elle, il restait derrière nous avec l'autre téléphone, en train de traduire ce qu'on disait. Ça, c'était à chaque fois que je l'ai appelé, ce qui n'est arrivé que 4 fois en 4 mois. Et je lui ai dit, je sais que c'est une somme absurde en réel, mais si tu peux y arriver, s'il te plaît, parce que je veux rentrer chez moi. Et je ne leur apportais pas de résultat. Donc, c'était une raison pour laquelle il ne voulait pas que je reste là. Cependant, je savais qu'il pouvait arriver que je ne puisse pas rentrer chez moi à cause de ce garçon. Il vient du Pakistan. Ça, c'était avant que j'arrive là-bas. Il a payé, je crois que c'était 12 000 $, il a vraiment payé. L'argent est arrivé aux Chinois, il n'a jamais pu partir et la raison pour laquelle il ne pouvait pas, ils ont dit que sur son téléphone portable, il avait pris des photos de l'intérieur et les avait envoyées à sa famille. Si cela s'est vraiment passé, je ne sais pas. Et il n'a jamais pu partir. Les deux ont tenté de contacter leur famille. Lucas a essayé, mais il a été découvert. Quant à Philippe, il a réussi à dissimuler les contacts qu'il établissait, et c'est grâce à lui que toute la mobilisation en vue de la fuite et du sauvetage a commencé. Au bout de 15 jours, j'ai réussi à contacter ma famille. Je suis entré en contact avec ma famille via mon Instagram. J'ai réussi à ouvrir mon Instagram dans une fenêtre de navigation privée sur Google. Et j'ai envoyé un message à mon père et à ma sœur. J'ai dit, j'ai besoin d'aide, il se passe ceci et cela. Et c'est tout. Et la communication entre moi, ma famille et mon père s'est toujours faite de la même manière. Je leur disais, je vais envoyer le message, j'envoie le premier message. Dès que vous voyez le premier message, vous répondez. Mais ne répondez pas tout de suite. Attendez que j'envoie le premier message, attendez 1 minute. Je parie que si vous envoyez ce message, il ne répondra plus. C'était un accord avec ma famille. C'était toujours pareil. J'envoyais un message, il le voyait, il répondait, j'effaçais et renvoyais en répétant de ne pas répondre. Réponds seulement quand j'envoie un message.
Et c'est comme ça que toute la communication avec ma famille s'est déroulée. Notre famille a contacté une ONG qui est basée aux États-Unis. Cependant, sa vice-présidente Cynthia est brésilienne. C'est donc elle qui a mené toutes les négociations pour essayer de nous sauver. Avec le gouvernement de la Thaïlande. C'est ça. Pour les sauver au Myanmar. C'est ça. Parce que le Myanmar est en guerre depuis longtemps. Donc cette zone, ils l'appellent la zone des rebelles. Ils disent que même le gouvernement du Myanmar ne peut pas y entrer parce qu'elle est dominée par les Chinois. Et nous avons planifié une évasion. La première évasion devait avoir lieu le 1er janvier, mais ça ne s'est pas produit parce que nous n'avions pas assez de personnes. La deuxième évasion devait avoir lieu le 28 janvier, qui était le nouvel an chinois. Mais ce même jour, nous avons appris qu'il y aurait 500 gardes armés à l'extérieur du complexe où nous étions. Donc cela allait compliquer notre évasion. J'ai de nouveau contacté mon père et Cynthia de l'ONG et j'ai dit « Nous allons nous enfuir dans la nuit du 4 au 5 février ». Cynthia a envoyé à mon père. « Monsieur Antonio, dites à Felipe de tenir encore un peu parce que je vais essayer de mettre mon équipe là-bas pour surveiller leur fuite. » Et puis j'ai parlé avec mes autres collègues là-bas, là où on était, et il a été convenu qu'on s'évaderait dans la nuit du 8 au 9 février. C'était une pression pour essayer de rester concentré sur ce qu'on faisait, sur le travail qu'on devait accomplir, pour essayer de rester discret, ne pas montrer trop de réaction. C'était vraiment compliqué. Et dans la nuit du 8 au 9 à 2h40 du matin, on a tenté notre fuite. Et quand il était 2h45, on a dit « allons-y ». Tout le monde a commencé à courir. On avait comme une sorte de carte, tu vois, du chemin pour sortir. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait 3 montagnes à traverser pour arriver à la rivière. À cet endroit, il y avait des gardes. Là où on devait sortir, il y avait déjà des gardes, mais pas beaucoup. Je me souviens d'avoir vu des gardes sortir d'un endroit là-bas derrière sans rien comprendre. Il a commencé à parler à la radio pour demander du renfort parce qu'il était le seul. Et beaucoup de gens ont réussi à atteindre la rivière, mais ils ont été attrapés là-bas. Nous devions escalader entre 3 et 4 collines. Après avoir gravi ces collines, nous devions courir pendant 2 kilomètres et ensuite traverser la rivière pour pouvoir atteindre la Thaïlande. Attrapé sur la première colline, un garde est arrivé juste après l'ascension. Il est venu avec un morceau de matraque, il m'a frappé la tête avec la matraque et il a dit « Retourne ». Et à ce moment-là, j'ai juste levé les yeux vers le ciel et j'ai dit « Dieu, que ta volonté soit faite, que ce soit ce que tu veux. Je suis fatigué de ça. » Épuisé, je n'ai pas pu fuir loin. Parce que quelques jours auparavant, j'avais eu une grosse punition, il m'avait frappé et j'avais dû rester. Il y avait une punition où tu devais rester immobile en suspension, les bras comme ça et les jambes pliées. Donc, je suis restée, je crois, 5 heures comme ça. Alors, ma jambe me faisait vraiment très mal. Je suis tombée 3 ou 4 fois. Cette blessure vient de là. Après, il m'a traîné quand j'ai tourné Marana. Felipe, je sais qu'il a réussi à monter 2 ou 3 collines, mais les gardes l'ont poursuivi et m'ont vaincu. C'est là qu'ils nous ont mis dans les chambres, ils nous ont menottés à nouveau et le chef est venu et nous a tous battus. Puis, au fil des heures, ils ont commencé à mettre plus de monde. Il y avait 3 chambres. Ils ont mis encore plus de gens. C'était les personnes qu'ils ont réussi à attraper. Personne n'a réussi à s'échapper. Ils ont réussi à attraper tout le monde. Après ce passage à tabac, 3 heures se sont écoulées, puis les membres du DKBA est entré là-dedans. Le DKBA, c'est l'armée bouddhiste Kari. Ils sont entrés dans le complexe où nous étions, ils sont entrés dans ces chambres où nous étions et ont demandé ce qui s'était passé. Je savais à propos du DKBA parce que Cynthia m'avait prévenu et je savais qu'ils allaient nous sauver, qu'ils allaient nous secourir. Et ils ont dit qu'ils allaient essayer de nous aider mais qu'ils ne savaient pas quand.
Jusque-là, tout allait bien, j'ai prévenu tout le monde, j'ai dit, les gars, restez calmes, ils vont réussir à nous sauver, calmez-vous simplement. Après leur départ, 5 heures se sont écoulées, ils sont revenus et ont dit, écoutez, nous allons vous sauver, vous allez retourner dans votre pays, mais vous ne pourrez emmener que votre passeport, vous ne pourrez pas prendre vos affaires. Maintenant, nous devons faire une petite pause ici pour expliquer ce qu'est la DKBA, Democratic Kari Buddhist Arm, Armée bouddhiste démocratique Kari ou simplement Groupe Kari. C'est un groupe qui reflète une idéologie religieuse et ethnique des membres bouddhistes de l'ethnie Kari. Bien qu'ils utilisent le mot démocratique, cela ne se reflète pas toujours dans la pratique, car le groupe s'engage dans des alliances stratégiques de guerre, ce qui entraîne des conflits armés. Ils sont considérés comme un groupe de milices, ils détiennent un pouvoir d'autorité dans certaines régions du Myanmar. Mais je vais laisser ici un extrait de Dani de la chaîne Survivre en Turquie qui explique un peu mieux à ce sujet. Les amis, ceci est l'armée bouddhiste, ce sont des dissidents de l'armée du Myanmar, d'accord? Des forces armées du Myanmar, ce sont des rebelles miliciens, et ils ont formé un groupe appelé les Karen, c'est l'armée bouddhiste Karen. Sont-ils des saints? Non, mais pour une raison, c'est avec Cynthia que j'en parlerai. Ils voulaient aussi aider à cette fuite. Est-ce pour voir les garçons libres? Non. Il y a une lutte de pouvoir là-bas, donc ça a été intéressant pour eux, c'est un jeu d'intérêt. Intéressant d'aider l'Exodus, d'accord? Pourquoi, Dani? Là, on graisse la patte ici, il y a un jeu d'intérêt ici, c'est une main qui lave l'autre, n'est-ce pas? Crime avec crime avec crime avec ONG, c'est un vrai panier de crabes, d'accord les gens? C'est un panier de crabes. Et dans ce panier de crabes, les Karen, cette armée bouddhiste qui n'est pas sainte non plus, eux aussi, n'est-ce pas? Ils voulaient s'en prendre à ces Chinois ici, vous comprenez? Ils voulaient nuire aux Chinois. Et par chance pour les garçons et plus de 80 autres personnes, grâce à Dieu, ils ont été libérés. Ouais, ils nous ont emmenés dans un refuge là-bas au Myanmar. Nous sommes restés 5 jours, non, c'était 4 jours dans ce refuge. Après ces 4 jours, ils nous ont emmenés en Thaïlande. Là-bas en Thaïlande, nous sommes restés, je crois que c'était 3 jours à la base de Takataka qui se trouve en Thaïlande. Et après 3 jours, l'ambassade du Brésil à Bangkok est venue nous chercher et nous a emmenés à Bangkok. J'ai regardé Lucas et dit, ça y est, on est en Thaïlande. Puis à mon ami, maintenant on est libre. C'est à ce moment-là, waouh, au moment où j'en ai même la gorge serrée. Quand j'ai vu là-bas, quand on a traversé le ferry, tu sais, désolé. Je ne sais pas, c'était une... Tu sais, quand tu sens que tu vas retrouver ta liberté, que tu n'auras plus à souffrir ça à nouveau? Oui. Oui, c'est ça. Eh bien, vous avez remarqué que pendant longtemps, les garçons sont restés en contact avec leurs familles, et les familles ont contacté des représentants du gouvernement brésilien. Mais comment se fait-il que le sauvetage ait été effectué uniquement grâce à une ONG des États-Unis ? Quelle ficelle le gouvernement brésilien a-t-il tiré pour que ce sauvetage soit mené à bien ? Non, c'est un mensonge. Ceux qui nous ont vraiment aidés, c'était Exodus avec Cynthia Merel et Jai, le gouvernement, l'ambassade d'Ocon, là à Hong Kong, là du Myanmar. C'était toujours le même message qu'il fallait rester calme, ceci et cela, que l'Itamaraty était à notre recherche. C'est faux, ils ne nous cherchaient pas du tout. Laisse-moi voir, désolé pour l'expression, mais je savais à quel point le gouvernement brésilien était nul. Je ne croyais pas que j'allais pouvoir revenir, non. C'est donc le gouvernement qui vous a fait partir? Non, ce n'était pas le gouvernement. Le gouvernement n'a rien fait pour nous. L'Itamaraty et le gouvernement brésilien n'ont rien fait pour nous. La seule chose qu'ils ont faite, c'est de payer notre billet pour rentrer au Brésil. Et ils ont même dit que c'était déjà beaucoup. Avec les garçons, plus de 250 personnes ont été secourues ce même jour. Des dizaines d'autres l'ont aussi été après leur départ de là-bas en février. Cela concernait non seulement leur complexe, mais aussi d'autres entreprises de Hulls de la région. Comme vous l'avez vu, tout le monde est parti avec seulement ses vêtements.
Philippe, lui, est même parti pieds nus, ayant perdu ses tongs en fuyant. Imaginez une personne travaillant à l'étranger. Elle a ses documents, son matériel, sa vie entière dans une valise. Et toutes leurs affaires sont restées au Myanmar, ce qui sera probablement vendu pour que les ravisseurs puissent aussi en tirer de l'argent d'une manière ou d'une autre. Les garçons sont arrivés au Brésil blessés, malades, avec des séquelles physiques et psychologiques. Ils prennent des médicaments. Et ils ont encore un long chemin de rétablissement et de reconstruction devant eux. Pour ceux qui souhaitent et peuvent les aider d'une manière ou d'une autre, les coordonnées Pix, aussi bien de Lucas que de Felipe, sont dans la description. Le message que je souhaite transmettre, faites attention aux offres d'emploi. Analysez mieux les offres, oui, cherchez plus d'informations. Ne tombez pas dans le même piège que moi et Lucas. Faites attention.